Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rien de mieux pour recentrer ses idées après tous ces troubles que nous vivons actuellement. Nous sommes le 27 décembre 2018, bientôt la nouvelle année 2019 qui s'annonce très mal. Alors hier je vous ai fait une capsule exclusivement sur la santé, j'en refais une ce soir, la suite, avec la description d'un nouvel antioxydant extrêmement puissant qui va beaucoup aider les gens qui souffrent. J'en profite pour remercier M. Éric Péroux pour avoir précisé dans un de ses derniers lives que je n'étais pas scientifique, ce que je me tue à vous dire. Je suis un chercheur en sciences humaines. Je ne suis pas un chercheur scientifique. Chercheur, ça englobe une quantité de domaines. Chercheur en histoire de l'art, chercheur en histoire, chercheur en sociologie. Chercheur, ce n'est pas simplement scientifique, au contraire. Ça englobe un panel de connaissances. Et la science n'est pas au-dessus d'un autre savoir. La science est complémentaire de ces autres savoirs, qui sont eux-mêmes complémentaires de la science. Sans savoir, la science n'est rien. Sans science, le savoir n'est rien. Donc tout s'ajoute, tout s'accumule. Et donc M. Éric Péroux l'a précisé avec justesse. Il a également précisé que je ne me contentais pas, et il a raison, c'est ce que j'essaye de dire également, de traduire et de copier bêtement, parce que déjà une traduction c'est très difficile, donc je traduis en anglais et en italien, ce qui me prend des heures. Et ensuite, il y a tout un travail d'interprétation, parce que ça ne suffit pas de traduire. Hein. Si vous traduisez un mot, une phrase, il y a des contextes. Si vous êtes ignorant des contextes, vous ne pouvez pas traduire correctement. Parce que la traduction mot à mot, tout le monde sait, n'importe quel traducteur le sait, même si les traducteurs sont méprisés. Le rôle du traducteur, c'est justement d'être capable de saisir le sens également d'une phrase traduite. Le mot à mot, le mot pour mot, ne fonctionne pas entre les langues. Ça ne marche pas. C'est très très rare qu'on arrive à traduire exactement le mot avec sa signification, d'autant plus qu'en français, nous avons une quantité d'adjectifs et de synonymes qui impliquent des sens qui sont différents. C'est comme en chinois. En chinois, vous avez 5 prononciations différentes pour un même mot, qui veut dire à la fois magistrat et tête de cochon, selon la prononciation. Donc c'est très difficile, les interprétations. Donc ça ne se limite pas non plus à de la traduction, mais à tout un ensemble de connaissances qui s'ajoutent et qui se complètent. C'est-à-dire que, comme je traduis, j'interprète, je réinterprète, j'analyse, je vais chercher dans d'autres articles des connaissances complémentaires pour enrichir les traductions. Vous ne verrez jamais dans mon travail une traduction mot à mot d'un article tel quel. C'est impossible. Je prends des fragments et ensuite je réinterprète pour faire, ce que j'ai toujours dit, de la vulgarisation scientifique qui permet à chacun de comprendre le langage de la science qui est souvent abscon et réservé à une élite pour justement limiter l'accès à la connaissance. Mon travail, c'est de vous permettre d'avoir accès à la connaissance. Et c'est sans la moindre prétention. N'importe qui peut prendre ma place s'il en est capable, il n'y a pas de problème. Je lui laisse la place et je me concentrerai sur la littérature avec laquelle je prends énormément de plaisir et de joie. Alors que travailler là-dessus, ça ne me fait pas du tout plaisir. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est tellement triste tout ce qu'on découvre que moi j'en dors pas. Peut-être que vous pourriez, si vous êtes suffisamment détaché et sans le moindre humanisme ou altruisme, le faire. Mais je vous en prie, faites-le, il n'y a pas de problème, moi je cède ma place volontiers. Et si vous êtes capable,
est compétent, faites-le, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis pillé régulièrement par la mauvaise presse Internet, donc j'ai l'habitude. Voilà, mis à part cela, à présent nous allons parler des gilets jaunes dans cette capsule particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses de tous les côtés. Hier soir, il y a eu 2 lives. Un live d'Éric Drouet, un live de Fly Rider avec Yannick Kromenacker et un autre monsieur avec un prénom à consonance italienne. Alors j'ai écouté le live de Fly Rider. Je dis, ça va peut-être être intéressant. Pendant plus de 2h30, c'était un blabla insupportable. Sans un dialogue de sourds entre 3 personnes. Et j'en ai tiré une conséquence qui m'a fait beaucoup de peine. C'est que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement populaire. Et un mouvement qui vient du cœur de la nation. Mais le problème principal, c'est que un nombre de ces représentants n'ont pas les épaules assez solides pour porter un tel mouvement et deviennent des référents. Or, quand on est un référent, on a une responsabilité. Et ces référents refusent de prendre leurs responsabilités, ou ses responsabilités, CES. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie des Gilets jaunes sont un peu perdus. Et c'est ce que voulait exprimer Yannick Kronenacker et son ami. Alors peut-être qu'ils l'ont exprimé maladroitement, ou peut-être que face à eux, ils avaient quelqu'un qui était complètement obtus et qui refusait toute forme de proposition qui pouvait construire ou permettre justement à ces gens qui sont perdus de créer des repères. Il me semble que je ne veux pas le critiquer parce qu'il fait ce qu'il peut, il fait vraiment ce qu'il peut. Mais Maxime, il vous manque des bases mais élémentaires en histoire et en sciences politiques. Vous ne pouvez pas mener un tel soulèvement populaire sans avoir ces bases-là. C'est pas possible. Vous n'avez pas les reins assez solides pour cela. Dans ce cas-là, il faut que vous cédiez votre place à quelqu'un qui soit plus responsable et plus solide en matière de connaissances et de stratégie politique. Parce qu'actuellement, avec le discours que vous avez tenu hier, vous avez donné beaucoup d'espoir à cette oligarchie que vous critiquez, que vous attaquez. Vous leur avez donné énormément d'espoir. L'espoir que ce mouvement va s'écrouler de lui-même. Les Gilets jaunes sont nés de rien et ils s'écrouleront de rien. Voilà ce que vous avez donné comme signal hier dans votre live avec Yannick Kromenacker. Et c'est déplorable. C'est déplorable parce que quelque part vous détruisez l'espoir de tous ces Gilets jaunes par une certaine forme d'incompétence et surtout par votre manque de responsabilité. À partir du moment où vous faites des lives, donc vous représentez quelque chose, vous avez des centaines de milliers de suiveurs. Ces centaines de milliers de suiveurs, ils attendent quelque chose de vous. Ils n'attendent pas que vous leur disiez « Ah bah moi je ne veux pas prendre de responsabilité parce que je ne veux pas aller en prison ». Ce n'est pas la question de ne pas prendre de responsabilité pour ne pas aller en prison. Vous pouvez prendre des responsabilités en disant que vous n'êtes pas responsable des actes qui sont commis en votre nom. C'est différent. Vous n'avez jamais dit qu'il fallait brûler les policiers, vous n'avez jamais dit qu'il fallait agresser les policiers, vous ne l'avez jamais dit. Donc vous ne pouvez pas être tenu responsable pour ce type d'acte. Que vous soyez leader ou pas leader. C'est trop facile. Légalement, vous n'êtes pas tenu pour responsable à partir du moment où vous faites des déclarations solennelles dans lesquelles vous indiquez justement que vous êtes un pacifiste, que vous refusez toute forme de violence. Donc là, quelque part, peut-être qu'il faut prendre ses parties génitales dans la main et se dire qu'on en a. Et il faut y aller. Parce que dire tu veux le faire, fais-le. Ça veut dire quoi? C'est vous qui êtes une figure. C'est pas eux. C'est vous qui avez ce pouvoir. Vous avez une responsabilité, mon cher Maxime. Et hier,
vous avez renoncé à toutes vos responsabilités. Vous ne pouvez pas pérorer sur les plateaux télé, vous faire filmer ici et là, en disant « Ah ben non, c'est pas moi ». Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut être honnête avec vous-même et avec les Gilets jaunes qui croient en vous, parce qu'ils croient en vous. D'autre part, vous avez des arguments en sciences politiques ou en économie qui sont très légers. Vous ne pourrez jamais faire face à un espèce de truand qui se trouve en face de vous et qui, lui, est versé dans ce type de connaissances. Donc, je vous encourage, mais vraiment à vous former, faire une formation rapide pour être beaucoup plus précis dans vos déclarations, parce que vous avez commis des erreurs hier. Vous confondez chinois, japonais. Vous ne pouvez pas être aussi aléatoire, parce que face à vous, vous avez des gangsters professionnels. Et ces gangsters professionnels, ils ne vont pas vous faire de cadeaux, et encore moins aux Gilets jaunes. Regardez l'édito de Christophe Barbier, mais il s'est frotté les mains. Hein. Alors lui, c'est le toutou de Macron. Il était, mais aux anges, avec ce que vous lui avez donné hier soir. Hier soir. Et ça vaut pareil pour Éric Drouet. C'est exactement pareil. Vous êtes des héros d'un jour qui demain sombreront, vous sombrerez, vous, dans l'oubli, parce que vous n'avez pas su prendre à pleine main la chance qui vous a été donnée d'apporter de l'espoir au peuple français. Il faut vous ressaisir. Heureusement que vous avez cette jeune femme qui, elle, a d'extraordinaires capacités d'expression, qui est une rédactrice, Mademoiselle Landowski, je crois que c'est ça, et qui est très capable. C'est la seule actuellement qui peut remonter le niveau de tout ça. C'est la seule. Heureusement qu'elle est là. Parce qu'elle, elle a cette capacité. Alors, hier, la question était de se présenter aux listes européennes. Flyrider ou Maxime a déclaré qu'il était complètement contre. Alors pour lui, c'était vraiment... Attends, je vais prendre mon petit appareil. Tu vas aller aux européennes. Jamais de la vie. Alors, le discours de Flyrider, en fait, il a quelque chose d'anarchique. C'est de l'anarchie qui est proposée. C'est pas moi, c'est l'autre. Moi, je fais pas ci, moi, je fais pas ça. Alors, moi, j'ai posé une question dans votre live qui n'a pas eu de réponse. La question, c'est la démocratie, enfin, la République grecque n'a pas fonctionné, et pourtant c'était le meilleur modèle. La République romaine n'a pas fonctionné à cause de la corruption du Sénat. Ils ont assassiné Jules César, qui, lui, était le seul tyran qui aimait son peuple. C'est pour ça qu'ils l'ont assassiné. La royauté n'a pas fonctionné. En 1917, les Russes ont assassiné les Romanov. Ils ont instauré le bolchevisme puis le communisme, ça n'a pas marché. En Occident, on a instauré le capitalisme, ça ne marche pas. En fait, il n'y a aucun modèle qui fonctionne, on est d'accord. Qu'est-ce que vous proposez? Le RIC, ok. Le RIC, on est tous d'accord. Le RIC, c'est indispensable. Il faut le faire. Mais il ne faut pas qu'il soit fait pour qu'il soit contrôlé par ceux qui nous gouvernent. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors moi, j'avais proposé, mais au début, et je le propose toujours, pour faire tomber un gouvernement, un paradigme, eh bien, il faut le faire tomber de l'intérieur. De l'extérieur, ça ne sert à rien. Parce que là, d'abord, ça s'essouffle un petit peu, même si il y a quand même encore beaucoup de colère au sein du peuple français et dans toute la France, et on va le voir après.
là où ça s'essouffle, c'est que on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et comment obtenir tout cela. Or, actuellement, non, le gouvernement n'a pas fléchi. Le gouvernement a triché. Le gouvernement a prétendu offrir des bénéfices à certains, alors que ce qu'il donne d'une main, il le reprend de l'autre. Donc, quelque part, il n'a rien fait. C'est juste un jeu d'habillage de boîtes en carton. Il y en a une où où le gouvernement Macron va mettre un joli ruban, et puis il y en a une autre qui est inexistante, et on va échanger les deux. Et on va faire croire qu'on a fait quelque chose. Alors non, Maxime, non, le gouvernement n'a rien fait. Il n'a pas cédé. Et il ne va pas céder si les Gilets jaunes ne se structurent pas et ne développent pas des stratégies de manifestation, des stratégies, ça commence un peu, des stratégies politiques. Parce que là, hier, j'ai entendu, moi je fais pas de politique, mais Maxime, le fait de ne rien faire est déjà un acte politique. Quand les pacifistes s'assiedent et ne réagissent pas, c'est un acte politique. Donc, il faut arrêter d'être arriéré en ce qui concerne la politique. Comment voulez-vous diriger ce pays si vous dites, bah non, moi je fais rien, chacun fait à sa manière. Vous voyez un peu le niveau ? Au niveau de la réflexion, au niveau du manque de maturité, au niveau du manque d'évolution intellectuelle. Alors vous allez donner le pouvoir à des gens, des pervers, mais agressifs, violents, comme ce qui s'est passé pendant la Révolution, parce qu'il y a eu la Révolution, puis après il y a eu la terreur. On a assassiné des milliers et des milliers de personnes, sous des prétextes fallacieux. À la fin de la guerre en 39-45, c'était un collabo, elle a couché avec les Boches, et ci et ça. C'est exactement ce qui s'est passé. En Italie, c'était pareil. Regardez le magnifique film de Giuseppe Tornatore qui s'appelle Milena. Et bien c'est pareil. Elle est obligée de coucher avec un Allemand parce qu'elle n'a rien à manger, et après, on lui rase les cheveux. C'est une salope. C'est n'importe quoi. Donc c'est ça que vous voulez proposer ? On peut pas. On peut pas. Quand Macron dit restaurer l'ordre, c'est ça qu'il dit. Or, si les Gilets jaunes créent le désordre, c'est parce que l'État a mis du désordre en France et que les Gilets jaunes veulent restaurer l'ordre républicain. C'est ça la différence. Mais si on a des leaders qui sont incapables de prendre des décisions en disant « moi je ne fais pas de politique », mais alors, Maxime, il faut partir. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Rome ne s'est pas construite en un jour. Une république ne se construit pas en un jour. Le RIC ne se construira pas en un jour. C'est de la politique. D'un côté, vous ne pouvez pas dire « je ne fais pas de politique », et de l'autre côté, dire « oui, je veux le RIC ». Mais c'est de la politique. Il faut arrêter d'être idiot, parce que c'est être idiot, de réagir comme ça. C'est ne pas vouloir prendre de responsabilité, alors que rien que le fait de prendre la parole vous donne une responsabilité sur tous ceux qui vous suivent. Et vous nous l'avez dit hier, dans ce live, oui, il y a 100, je ne sais pas combien de mille personnes qui me suivent. Vous avez une responsabilité par rapport au moins à ces 100 000 personnes. C'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous avez une responsabilité avec votre petite fille qui est votre amour, et c'est juste. Cette responsabilité-là, vous avez quasiment la même avec les 100 000 suiveurs que vous avez. Alors prenez vos responsabilités. C'est très important parce que nous sommes justement à un tournant de notre société. Et vous êtes à l'origine de ce tournant. Donc il faut l'assumer jusqu'au bout ou alors vous dégagez. Vous ne pouvez pas foutre une pomme sur la table en disant c'est le fruit défendu et puis mettre 250 millions d'affamés devant cette pomme qui vont vouloir se jeter dessus. En disant ah non, c'est défendu. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas cohérent.
Et moi, je comprends le discours de Yannick Kramenaker, qu'il a exprimé du mieux qu'il pouvait, mais avec son cœur, et son camarade italien, qui lui aussi l'a exprimé. Bon, peut-être que son idée d'association n'est pas bonne, mais créer un parti. Parce que vous avez tous remarqué que Macron a été élu avec 6% des voix. 6% de l'électorat. Ça veut dire qu'il y a 94 autres pourcents qui n'ont pas voté pour Macron. Aujourd'hui, avec tous ceux qui sont dans la rue, s'ils votent pour un parti gilet jaune, ils écrasent le pouvoir en place. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Que vous ne voulez pas. Alors vous travaillez pour qui? Il faut que le gouvernement Macron démissionne. Ça, c'est ce que demande tout le monde. Mais il faut aussi que l'Assemblée soit dissoute. Et refaire des nouvelles élections avec des représentants du peuple. C'est la seule manière. Et à partir du moment où il y a des députés gilets jaunes, il y a des ministres gilets jaunes, eh bien, c'est là qu'on peut changer les lois. C'est là qu'on peut dire, ben oui, on va faire un Frexit. C'est là qu'on peut dire, ben non, on va arrêter de ponctionner les personnes âgées, on va arrêter de leur voler leur argent. Elles ont suffisamment payé. C'est là qu'on va reprendre l'argent qui a été offert aux riches, parce que pour faire une campagne politique, il faut beaucoup d'argent. Mais imaginez un seul instant si tous les gilets jaunes sur Internet font la pub pour leurs représentants et que cette pub passe de l'un à l'autre. On n'a pas besoin d'argent pour ça. Et là, les candidats gilets jaunes seront élus. Et là, ils feront leur travail. Parce qu'actuellement, effectivement, les gilets jaunes qui se présentent sur des listes sont des listes qui ont été fabriquées par le gouvernement Macron. Ça, on l'a vu. Et je l'ai dit tout de suite. J'ai dit, il faut contrecarrer ces listes par d'autres listes, avec de véritables représentants du peuple. Maxime, vous ne ferez pas tomber le gouvernement. Hein. Vous n'avez pas compris encore ça. Vous n'avez pas vu la violence de la police? Ils en ont rien à faire. Ils tapent sur des gens désarmés. Ils tapent sur des enfants. Ils tapent sur des personnes âgées. Ils tapent sur des personnes dans un fauteuil roulant. Ils ont peur de rien et ils ne lâcheront rien. Et surtout pas face à des pacifistes. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les pacifistes deviennent violents. Si les pacifistes deviennent violents, ils auront une justification pour être encore plus violents. Regardez Éric Drouet. Il est arrêté pour port d'armes parce qu'il avait un bâton. Un bâton dans son sac. Il y a un jeune homme de 20 ans qui a été condamné à 1 an de prison parce qu'il avait un lance-pierre dont il ne s'est même pas servi. C'est Minority Report. Hein. Donc, on est là dans un délire absolu organisé par le gouvernement Macron. Et paradoxalement, les flics ont des armes qui tuent, parce que les flashballs, ils disent que c'est pas létal, mais ça tue puisqu'ils tirent dans la tête. Donc, ils éborgnent, ils arrachent des mains, ils fendent des crânes, ils gazent, comme les nazis ont gazé les juifs, les homosexuels, les tziganes, les polonais, etc. Et toutes les personnes jugées déviantes. Voilà face à quoi on se trouve aujourd'hui. Alors si vous croyez qu'en disant vous faites ce que vous voulez, vous allez permettre aux gilets jaunes de s'accrocher, vous commettez une erreur tactique et une erreur politique grave. On peut lutter contre ce qu'on a en face en développant une autre stratégie et une stratégie plus intelligente pour justement les dominer. Alors, faire démissionner le gouvernement, dissoudre l'Assemblée, refaire un processus électoral, contrôler pour éviter la fraude, justement, avec tous les gilets jaunes qui sont dehors, si tous se mettent à voter, je vous assure qu'on renverse le gouvernement et qu'on renverse la vapeur. Avec le processus électoral actuel. Et n'oubliez pas que Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, vous ne changerez pas le système en quelques minutes. C'est impossible.
Impossible. Si on n'est pas aidé, il n'y arrivera pas. Et ceci, c'est de la logique. Alors, pour parler de ces horreurs, j'ai un témoignage ici d'un ancien combattant, de l'ONU. Alors, monsieur Christophe Guerrero, ancien soldat, avec un nom comme ça, il ne pouvait pas faire autre chose, témoin de l'arrestation d'Éric Drouet. Éric Drouet ne portait pas d'armes. C'est une scène déjà jouée d'un film par les forces de l'ordre. J'étais présent sur les lieux. Si besoin, je peux intervenir. Je suis un ancien soldat de l'ONU. Ma parole vaut celle de ces gendarmes qui sont intervenus avec une telle violence sur Éric ainsi que sur toutes les personnes sur leur chemin. On nous a bloqués dans la rue Vignon à Paris. On se serait cru dans un camp de concentration. Ils nous ont serrés dans une surface restreinte en serrant les lignes de front, gazés, matraqués. Moi et mon équipe, 3 heures sans boire ni manger, il était 15 heures, on m'a laissé partir avec mon équipe de 6 personnes, étant anciens combattants. Ils ont dû garder leurs prisonniers, les civils et contribuables, jusqu'à 18 heures. Imaginez des gens 6 heures debout, sans boire, sans manger, sous le feu des forces de l'ordre. Imaginez et dites-moi si cela est humain de la part des forces de l'ordre. J'étais un soldat, mais une violence organisée, gratuite comme celle-ci, m'est déjà inimaginable. J'aimerais porter plainte contre cette violence. Quand je participe aux commémorations des morts des Juifs pendant la guerre, certains Juifs prennent la parole, ils disent « Plus jamais ça, je vous en supplie, plus jamais ça ». Et tous les samedis, les forces de l'ordre réalisent les mêmes scènes que pendant la Deuxième Guerre, et même, c'est une copie conforme. Voilà. Voilà ce témoignage qui est émouvant et brûlant de ce qui s'est passé rue Vignon, à Paris, lorsque l'on a arrêté, extirpé Éric Drouet. Il y a d'autres témoignages que je vais vous lire et qui sont importants. Et ensuite, on parlera de cette presse. Patrick Le Yarrick, qui est le rédacteur en chef de l'Humanité. Je dois dire à quel point je viens d'être maltraité par la chaîne LCI ce midi. Depuis plusieurs heures, elle m'a invité pour le débat des éditorialistes de dimanche à 12 heures. J'accepte et modifie mon emploi du temps de la journée en conséquence. J'arrive à l'heure pour cette émission. Dominique Jamais, qui doit débattre avec moi jusqu'à 12h50, est également présent. On nous fait attendre dans une antichambre pour regarder un long métrage sur le mouvement des Gilets jaunes avec une seule orientation éditoriale, la violence. Enfin, à 12h42, oui, c'est bien, oui, je regarde la concordance des temps, là. On entre en studio avec 4 personnes. La ligne du débat n'est plus ce qui était prévu et ne porte que sur la violence. Dominique Jamais déploie une analyse journalistique équilibrée, documentée, et fait observer que ce n'est pas la violence qui prime. Je reviens également au fond des origines du mouvement et demande une vision plus équilibrée. La violence est utilisée pour faire mourir le mouvement. Nos interventions ne rentrent pas dans le cadre préfabriqué. On nous sort donc du plateau au bout de 20 minutes. Vous ne saurez rien de cet incident. La ligne gouvernementale qui, depuis hier soir, visant à réduire le mouvement profond qui parcourt la société à des violences, est appliquée à la lettre. Je vais relire cette phrase, je l'ai mal lue. La ligne gouvernementale qui, depuis hier soir, visant à réduire le mouvement profond qui parcourt la société à des violences, est appliquée à la lettre. Et aucune analyse contradictoire ne doit avoir voix au chapitre. Voilà. Voilà, directeur de l'Humanité, rédacteur en chef, me semble-t-il. Voilà ce qui se passe. Or, moi, j'ai travaillé très tôt ce matin, puis j'ai regardé ce qu'il y avait sur YouTube. Effectivement, le gouvernement a mis en place une structure de monteur vidéo qui ne montre que la violence. C'est-à-dire qu'il ne montre pas ce qu'il y a eu avant, ce qui a généré cette violence. Et qu'est-ce qui génère cette violence? Eh bien, c'est les flashballs pour éborgner les jeunes filles, les femmes et les adolescents. C'est les gazages permanents, les vomissements, c'est les coups de matraque jusqu'à déformer les matraques sur les crânes et les fendre. C'est ne jamais laisser parler les médecins, urgentistes, qui soignent ces gens-là. C'est toute la violence gratuite de ces CRS qui obéissent au doigt et à l'œil au gouvernement et auquel le gouvernement a offert quand même 300 € de prime.
Messieurs les CRS, c'est pas encore payé. Hein. Vous devriez vous rappeler que les soldats du contingent n'ont pas reçu leur salaire pendant des mois. Et que leurs femmes ont même décidé de divorcer pour recevoir l'aide sociale parce que le salaire du mari n'arrivait pas. Alors vous croyez vraiment, vous, les CRS, la police, que vous allez être payés de ces primes? Moi, je ne sais pas. Et tout ça pour massacrer le peuple? Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes une ligne de front pour protéger des gens qui sont des escrocs? Parce que le gouvernement, c'est un gouvernement de millionnaires, un gouvernement d'escrocs, ils ont tous des casseroles qu'ils traînent. Vous protégez ça, vous ne protégez pas les institutions. Parce que protéger les institutions, c'est protéger la démocratie et protéger la République. Or, protéger la République et la démocratie, c'est protéger le peuple, et non pas l'inverse. Alors là, Fly Rider, si la police et la gendarmerie et l'armée arrivent à soutenir les Gilets jaunes, dans ce cas, et seulement dans ce cas, oui, vous pourrez obtenir ce que vous voulez. Mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que le processus démocratique pour tenter de renverser la vapeur et pousser le gouvernement à démissionner et l'Assemblée à être dissoute pour refaire des élections avec un parti gilet jaune dont vous pourrez faire partie, dont Mademoiselle Landowski pourra faire partie, Étienne Chouard, tous ces gens-là. Un parti solide. Je ne vois personnellement que cette solution, et c'est un fils d'un homme qui a fait une révolution en 1956 à Budapest, qui vous le dit, parce que faire un soulèvement populaire ou une révolution, c'est pas évident. Et les conséquences sont toujours dramatiques. Actuellement, il y a beaucoup de morts chez les Gilets jaunes, beaucoup trop, inutiles. Des gens qui ont eu les mains arrachées, des gens qui ont eu des yeux arrachés, crevés, arrachés, des gens qui ont eu la mâchoire explosée, des pacifistes. On a beaucoup de victimes, et quasiment peu, ou pas du tout, au nombre des forces de l'ordre. Actuellement, sur Internet, circulent des vidéos, mais là, on voit une vidéo où il y a quelqu'un qui va lancer un cocktail Molotov sur la police. Ils sont tous en bras de chemise. On est le 27 décembre, hein, en bras de chemise. Et après, ils vont dire, oui, c'était en Corse. Attends, mais ça va ou quoi? Vous arrêtez de raconter des conneries? Ça, c'est de la manipulation. C'est pour retourner le public contre les gilets jaunes. Le public est gilet jaune. Pour une fois qu'on a un public gilet jaune, vous vous rendez compte? C'est un pouvoir politique énorme. Énorme. Bon, ce que j'en dis, hein, vous en ferez ce que vous voudrez. Hein. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de luttes d'ego entre les uns et les autres. Vous devriez plutôt vous entendre hein, quand vous faites des lives, tous ensemble, et rester solidaires, tous ensemble, parce que le fait que vous vous divisiez comme ça, eh bien, ça divise les gilets jaunes qui ne savent plus quoi penser, ni vers qui se référer. Et ça joue le jeu de ceux qui nous gouvernent, contre lesquels vous vous battez. Donc il y a une totale incohérence dans le fonctionnement. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous en dis. Alors, meilleur moment des Gilets jaunes, j'ai bien aimé ça. Un jeu de fléchettes. Bon, ça permet de soulager. C'est tout. Mais c'est mignon. C'est mignon. C'est comme Sarkozy, il y avait une poupée vaudou où on pouvait planter des aiguilles dessus. C'était drôle. Je crois qu'ils ont fait ça avec Ségolène Royal aussi. Alors, mon ami Abraham Lancry, qui est un homme merveilleux, à tous les frères et sœurs bien-aimés, porteurs de gilets jaunes, attendez-vous à plus de mensonges, de propagande terroriste, de manipulation, de dissimulation, et de fausses nouvelles, de fausses rumeurs, comme celle du métro par les médias de notre douce France, phagocytée par l'appétit insatiable des vilains requins de la haute finance. C'est normal,
dans un pays où les milliardaires possèdent tous les moyens de communication, ainsi que les sociétés de sondage d'opinion, en plus de la manipulation des forces de l'ordre et de la pensée de nos concitoyens. Cela pourrait être pire, et rien ne dit que cela ne va pas dégénérer, etc. Un langage plein de sagesse. Alors, Gilets jaunes, la contagion. Cette contagion a atteint 22 pays. C'est énorme. Alors, tout ce que dit Macron et la presse actuelle, la presse d'État, parce que c'est de la presse d'État de merde, on va dire, eh bien, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge absolu. 22 pays dans le monde. Et, qu'est-ce qui se passe? Silence médiatique. Alors, je vais essayer de vous dire dans quel pays ça se trouve, s'il veut bien me le donner. Il faut toujours envisager, mon cher Maxime, plusieurs scénarios. On n'a pas le choix. Et il faut tous les mettre en place. Et il ne faut pas dire « Ah, moi je ne fais pas ça, mais je ne fais pas de politique ». Eh bien alors, si vous ne faites pas de politique, vous dégagez des Gilets jaunes. Parce que le mouvement Gilets jaunes, c'est un mouvement politique. Que vous le vouliez ou non. Oui, j'accepte. Alors, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, pour contrer à mon petit niveau ce silence médiatique, je vous propose donc un tour du monde des Gilets jaunes. Alors, à Taïwan, en Chine. Eh ben oui, Taïwan, c'est une petite île. Ça marche aussi là-bas, les Gilets jaunes. En Bulgarie, donc à côté de la Turquie, au Canada, en Croatie, en Égypte, en Allemagne, en Hongrie, en Irak, en Israël, en Italie, en Jordanie, aux Pays-Bas, au Pakistan, en Pologne, il faudrait que notre ami Vladek nous en parle, au Portugal, en Russie, en Serbie, en Tunisie, au Royaume-Uni, en Suède et en Grèce, en Belgique évidemment. Voilà. Voilà l'importance des Gilets jaunes. Donc il est important de structurer ce mouvement maintenant, parce que ce serait bien triste que ça tombe dans les oubliettes. Ah, vous avez dit hier, Maxime, que le gouvernement a mis un genou à terre, mais pour l'instant, il a peut-être mis un genou à terre, mais il continue comme s'il n'avait rien mis à terre. Donc pour l'instant, on n'a rien gagné, les Gilets jaunes. Rien. Donc il ne faut pas rêver non plus. C'est pour ça qu'il faut continuer. Il faut continuer à mettre une certaine pression pour obtenir des revendications politiques et qu'elles soient validées. Mais comme le problème du président Macron est qu'il obéit à l'Europe et à la politique des gopés, et ça, il faut le rendre à M. Asselineau quand même, hein, parce qu'il nous l'avait dit. Il nous l'avait dit. Il l'avait montré à la télévision que lui, il déchirait les gopés. Macron ne fait que les exécuter. Et c'est ce qu'il a fait quand il était ministre de l'économie. Donc, tant que on respecte les gopés, Macron ne peut rien décider, mais rien, c'est un pantin. Et ça, il faut que chacun le comprenne. C'est pour ça qu'il faut éliminer ce gouvernement, le faire démissionner, refaire un processus électoral, mettre en place ce parti des Gilets jaunes avec des élus du peuple, pour le peuple, et qui feront bien attention de ne pas être corrompus, avec une surveillance là-dessus. C'est ça le plus important. Alors, on continue. J'ai lancé le live. Alors, il y avait eu un live aussi avec Priscilla Ludowski. Voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on nous montre pas. Ce qu'on nous montre pas à la télé. On voit juste que le gouvernement, il voit rien. Parce qu'on a un groupe de pacifistes, on se prend des bombes lacrymo, on se prend tout dans la gueule, alors que nous, on demande rien, juste à dégager Macron. Et vous voyez ce que ça donne? Alors, les canons à eau en plein hiver, c'est criminel. Georges, pourquoi vous êtes là, vous personnellement? C'est pour votre retraite, c'est ça? Non seulement c'est pour ma retraite et pour l'avenir de mes enfants et mes petits-enfants. Expliquez-nous pour votre retraite, vous touchez combien? Pour ma retraite, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Augmentation 43 centimes par mois d'augmentation sur la retraite, c'est quand même inadmissible. Alors que on travaille pendant 43 ans de cotisation pour se retrouver à la rue pratiquement. J'ai même moi un fils qui est au resto du cœur, qui est obligé d'aller manger au resto du cœur. Et ça me dévecte. Je ne peux plus là. Certains peuvent désespérer. Le printemps revient. Et il est déjà gros dans l'hiver. Il est déjà là. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. On t'en foutre du printemps. Bravo madame, bravo madame. Voilà. Cette violence-là, on la voit pas sur une personne âgée. De quel droit? Le flic était-il menacé? Le CRS était-il menacé? Non, absolument pas. Il attaque une vieille femme. C'est ça, le macronisme. Et maintenant, on les gaze en plein visage. On va manifester contre la politique générale de Macron. Et là, je me rends compte que je parlais de lui avec quelqu'un de dédaigneux, de méprisant, mais c'est encore pire que ça. C'est un dictateur, c'est du totalitarisme. On est juste là, quoi, une trentaine, avec des gilets jaunes et une chanson. On fait juste ça. Et vous voyez comment on nous traite. Et voilà, moi j'ai travaillé toute ma vie pour l'État. J'ai travaillé toute ma vie pour l'État. Et pour en arriver là. Lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, morose, il faut penser printemps. Il est beau le printemps, hein, Macron? Quelle honte. Mais quelle honte, taper des personnes âgées. Mais quelle honte, ce gouvernement. Cette politique. Et quelle honte, cette presse. Plus nombreux à estimer que le mouvement est justifié, plus 3 points par rapport à la semaine dernière. Et autre proportion très forte, 2 tiers d'entre eux, 66%, disent qu'il faut que le mouvement se poursuive. Mais quelle honte, ça aussi. Et si ces gens attrapent des pneumonies? Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Aux larmes, les gilets jaunes. Aux larmes, peuple citoyen. La mer va bientôt déborder. Le gouvernement nous écrase. Le gouvernement sourit de nous. Impôt, travail, on n'en peut plus. On veut la liberté. Voilà, vous pouvez voir ça sur ma page si vous le souhaitez. Ma page Facebook. Vous avez toutes ces informations. Alors, une information qui m'a fait un petit peu hurler comme d'habitude. Dans le Loir-et-Cher, le pédophile collectionnait des milliers de photos. Accusé d'avoir détenu des images et films pornographiques, pédopornographiques et d'avoir agressé une fillette. L'homme a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Et un jeune homme de 20 ans, parce qu'il avait un lance-pierre, il prend 1 an de prison ferme. Je comprends pas trop, moi. C'est quelque chose que je comprends pas, parce que pour les pédophiles, il n'y a pas de pitié. Et il n'y a aucune pitié. Mais comme on est dans un gouvernement qui favorise la pédophilie et qui les protège, alors il est certain que c'est normal. Peut-être que les Gilets jaunes aussi se battent contre ça. Alors, il y a également cette histoire de la conseillère de M. Macron, parce que non seulement c'est un gouvernement truand, mais c'est un gouvernement qui est soutenu par des truands. Il faut quand même l'admettre. Sa responsable de... Enfin, pas responsable, parce qu'elle ne peut pas être responsable.
Mais qui est sa conseillère en communication, par exemple? Ben, on va y venir tout de suite. Il y a un livre qui vient de sortir, coécrit par 3 journalistes. Et puis je vais vous lire ceci, qui est très intéressant. Ça fera certainement plus d'1 heure, cette vidéo, mais peu importe. Elle est pleine d'informations. La conseillère en communication de Macron, une ex-dealeuse qui a fait de la prison et qui a étouffé une affaire de pédocriminalité pour le fils d'une personnalité du groupe Bilderberg. Vous connaissez le groupe Bilderberg, ce sont les puissants du monde qui se réunissent chaque année et qui décident des orientations politiques ou la destruction de l'humanité d'après les ordres qui viennent de plus haut. Alors je vous lis l'article, il a été publié dans les Moutons Rebelles. Personnage romanesque, sulfureux et aux multiples vies, Michel Marchand, 71 ans, aujourd'hui reine de la presse People, fascine. Celle qui, à tour, était garagiste, tenancière de boîte de nuit, épouse d'un braqueur puis d'un policier, passée par la case prison avant de devenir la papesse des paparazzi, est aujourd'hui la conseillère en images du couple Macron. Alors, on ne va pas s'arrêter sur le physique de madame, parce que c'est indigne. En revanche, on va continuer son portrait. Elle a du charme, elle a de la gouaille, glisse Pauline Guéna, l'une des co-auteurs, avec Jean-Michel Descugis et Marc Leplongeon, du livre qui lui a été consacré en octobre dernier. Dans ses heures les plus sombres, Mimi Marchand a pourtant fait de la prison au moins 4 fois, selon la romancière. Notamment pour trafic de drogue, elle a été arrêtée au volant d'une camionnette avec 500 kilos de shit à l'arrière, confie Pauline Guéna. Mais rien ne semble arrêter cette femme dont Brigitte Macron dira qu'elle a le courage d'un homme. Plus tard, elle se reconvertit dans le conseil auprès de la direction de la surveillance du territoire, la DST. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Une femme qui a été condamnée 4 fois à des peines de prison, qui va devenir la conseil à la direction de la surveillance du territoire de la DST. Quand vous sortez de prison, vous perdez tous vos droits. Vous n'avez plus le droit de voter. Au début, il y a un contrôle judiciaire, éventuellement. Si on vous trouve, par exemple, avec des copains que vous aviez rencontrés en prison, c'est de l'association de malfaiteurs et on peut vous refoutre au trou. Donc, comment quelqu'un qui a fait 4 fois de la prison se retrouve conseil auprès de la DST? Mais c'est impossible, c'est inconcevable. Normalement, vous devez avoir un casier judiciaire vierge. Non, c'est-à-dire que, je ne veux pas stigmatiser cette dame, mais elle a 4 fois en prison, elle a quand même un passé de truand. Et elle se retrouve conseil de la DST? Je ne comprends pas trop, il faudra m'expliquer. 2 points, ouvrez les guillemets. Elle fait de la formation pour leur apprendre comment se faire passer pour un paparazzi quand ils planquent dans des grands hôtels, poursuit Pauline Guéna. Franchement, ils sont tellement bêtes à la DST qu'ils ont besoin d'une ancienne taularde pour les conseiller. Ça me semble un peu farfelu parce qu'il semble que les gouvernements, ils ont des psychologues et des psychiatres du MK Ultra et ils n'ont pas besoin d'une personne de cet acabit pour diriger des services extrêmement sensibles. Dans les années 1990, Mimi Marchand intègre la rédaction de Voici et devient alors la reine de la presse People. En 2011, elle crée l'agence Best Image, on a le droit, l'une des agences de photos de célébrités les plus importantes qui fournit également des articles. Démarchée par le couple Macron, donc il choisit bien, je vous rappelle quand même que Brigitte Macron a déniaisé un jeune homme de 16 ans. Normalement, c'est qualifié, si je ne me trompe pas, c'est une hypothèse de pédophilie. Et donc le couple Macron a contacté Mimi Marchand. Mimi. C'est au moment de la campagne présidentielle de 2017 que Mimi Marchand a fait son apparition dans l'entourage du couple Macron, au moment où le futur président souffre d'un déficit de notoriété. Tu penses bien,
la loi travail, son incompétence notoire, qui se précise aujourd'hui d'ailleurs. Des rumeurs circulaient sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron, sans blague. Xavier Niel, patron de Free, conseille au couple de se rapprocher d'un conseiller en communication et donc de Mimi Marchand, experte. Il leur présente alors Michel Marchand, bonne réputation. Mimi va réussir à marketer le couple, à vendre l'histoire d'amour. Elle les a mis en lumière, elle les a vendus, elle a contribué à leur élection, entre autres. Assure Pauline Guéna. Pendant la campagne présidentielle, ils feront 30 couvertures de magazines contre 16 pour Fillon et 6 pour Marine Le Pen. C'est sûr que c'est pas très égal. Cette proximité avec le couple présidentiel est toujours d'actualité. Depuis, Mimi Marchand rencontre chaque jeudi matin le cabinet de la première dame dans l'aile gauche de l'Élysée et claque la bise au patron, assure Le Point, le journal Le Point. L'enquête assure que l'influente septuagénaire était derrière l'interview d'Alexandre Benalla au journal Le Monde, tiens donc, dans laquelle il veut livrer sa version des faits. Bon, passons les détails. Elle déclare par rapport à ce livre que c'est une entreprise de démolition remplie de mensonges. Voilà, tout ça c'est la dépêche aussi. Bon, je ne veux pas parler de l'affaire de pédopornographie, ça, je laisse ça à d'autres. Alors là-dessus, eh bien, on va écouter le témoignage que je vous ai lu tout à l'heure. La mise en scène d'un certain nombre d'images pour faire éteindre le mouvement, c'est ce qu'a reflété votre documentaire de une demi-heure, qui est un parti pris éditorial. On est heureux qu'il y ait un parti pris éditorial à LCI, mais ça ne reflète pas du tout ce qui est en train de se passer dans le pays. Parce que dans le pays, il continue d'y avoir des ronds-points quand on ne leur enlève pas les chars et la matraque, et ce fond de mécontentement, très peu, ce fond de mécontentement extrêmement profond, lui, il perdure et il risque de perdurer. Et ce n'est pas en le traitant de cette manière-là, ni en le traitant de la manière dont le fait le ministre de l'Intérieur depuis quelques heures, qu'ils vont pouvoir résoudre les problèmes. Bien loin de là. Il y a tout de même une violence qui existe. Mais je ne dis pas qu'il n'existe pas de violence, mais il y a de la violence des deux côtés. Et donc il y a du mépris, il y a de l'humiliation. Dès qu'il y a un peu de calme, on continue de parler aux gens comme à des enfants, comme l'a fait le président du groupe de la majorité présidentielle il y a quelques jours de cela, en disant que eux, ils étaient trop intelligents et ils n'étaient pas capables d'expliquer aux gens pourquoi ils vivaient dans la misère et qu'ils continuent de vivre dans la misère pendant que d'autres accumulent des masses d'argent sur leur compte en banque et même le font partir via l'évasion fiscale. C'est cela qu'une majorité de nos concitoyens ne supportent plus aujourd'hui, qu'ils soient dans l'action d'ailleurs ou qu'ils n'y soient pas. Qu'est-ce que vous dites face à ces images? Parce que, évidemment, ces images existent. Non, mais ça, si vous voulez faire un débat d'entonnoir, moi je ne dis pas, et moi je n'ai jamais agressé un policier de ma vie, et je ne le ferai jamais. Et je ne dis pas que c'est une bonne méthode de lutte que d'agresser quelques policiers que ce soit. Est-ce que ça brouille pas le message? Encore qu'il faudra, sur ces événements-là, avoir des avis contradictoires sur la stratégie de part et d'autre. Ce serait très souhaitable. Mais donc, moi, je ne participe pas à un débat où vous allez, pendant une demi-heure, nous pressurer sur le fait que ce mouvement-là n'est qu'un mouvement de violence. C'est un mouvement qui réclame son dû. Il y a de l'argent dans ce pays, il y a des milliards et des milliards qui sont dans l'évasion fiscale, il y a d'autres milliards issus du travail qui sont donnés sous forme de frais financiers et sous forme de rémunération des actionnaires, pendant que le petit peuple, il souffre. Celle qui est infirmière, celui qui est pompier, celui qui est garagiste, celui qui est paysan, celui qui est ouvrier de la métallurgie, qui n'arrive pas à terminer les deux bouts aujourd'hui, il subit aussi une grande violence dont on parle très peu. Très bien. Merci monsieur. Je vous rappelle qu'il est le rédacteur en chef ou le directeur de l'Humanité, du journal L'Humanité.
Alors, Nancy, 2 gilets jaunes condamnés à 1 an de prison ferme, un CRS qui tue avec son flashball, 6 mois avec sursis. C'est une république démocratique. Alors j'ai regardé aussi hier un documentaire très intéressant d'un ancien CRS, un jeune homme, issu de l'immigration, et qui déclare que les policiers adorent... ah, ça y est, je l'avais, puis je l'ai perdu. Adore vous coller un outrage à agent parce que c'est une... vous devez payer 7 500 € aux policiers pour l'avoir outragé. Alors outragé, ça peut être n'importe quoi, un mot de trop, comme il disait qu'un jour une policière avait insulté un monsieur, et lui, il lui avait répondu que c'était une sotte. Elle a déclaré, en portant sa plainte, qu'il l'avait traité de pute, de salope, et voilà. Et donc, il y a beaucoup de policiers qui sont habitués aux outrages à agents pour gagner un peu d'argent. Donc, il faut faire très attention avec votre langage, votre discours, quand vous vous adressez à un policier. Voilà, ça se passe en Belgique, c'est très intéressant. Salut. Voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que je suis effaré en fait. Je suis effaré parce que je viens d'entendre dans la voiture l'émission Viva for Life, donc qui cherche à récolter de l'argent pour les enfants pauvres et à faire pleurer dans les chaumières. Je viens d'entendre Adrien De Wever, donc un animateur de la RTBF qui a vécu toute sa vie dans le Brabant wallon, qui a jamais sûrement compté un seul euro et jamais eu un seul problème d'argent, se féliciter qu'un enfant qu'il disait lui-même, dont l'enfant disait lui-même qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, une gamine venait d'aller déposer 20 € les économies de son année pour la cagnotte de Viva for Life et donc pour aider des enfants encore plus pauvres. En fait, toute cette opération n'est basée qu'autour de ça, d'aller demander à des gens pauvres de donner pour des encore plus pauvres, sans jamais remettre en question les raisons pour lesquelles ces enfants sont pauvres, pour lesquelles leurs parents sont pauvres, tout en essayant de faire passer ça pour une grande opération de solidarité, alors que c'est une grosse opération de communication, à la fois pour la RTBF qui fait sa pub à pas cher, et à la fois également pour tous les sponsors, parce que Belfus qui va filer même plusieurs centaines de milliers d'euros, je sais pas combien il donne, ça n'est rien du tout. Une pleine page dans le journal Le Soir, pour une fois, une seule journée, c'est 50 000 €. Voilà. Alors, nous avons la même chose pour les associations médicales. Tout ça, c'est pour enrichir encore les laboratoires. C'est certainement pas pour faire avancer la médecine. Non. Et ça, vous trouverez toutes ces réponses dans mes livres. Alors, là, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri parce que Benalla, Alexandre Benalla, refait parler de lui. C'est vraiment un scandale d'État, cette affaire Benalla. C'est se moquer du monde. Alors l'article est publié sur Wikistrike. Rien ni personne n'est supérieur à la vérité. Alexandre Benalla menace de tout balancer sur Macron. Alors là, si vous y croyez, c'est encore une belle opération de manipulation. En revanche, l'ex-collaborateur de Macron répond à l'Express et s'en prend à l'Élysée après que sa visite au Tchad a été mise en cause. Ah, il est énervé, Alexandre Benalla. Ce mercredi 26 décembre, il tempête à propos du communiqué de l'Élysée, publié dans un article du Monde, racontant le voyage de l'ancien chef de cabinet adjoint du président de la République, qu'il avait effectué au Tchad, 2 semaines avant le déplacement du chef de l'État, venu réveillonner avec les troupes françaises pour Noël. Alors, il est tellement mal Macron que il envoie son émissaire, je suppose, on va imaginer ce scénario, il envoie son émissaire avant lui pour traiter les affaires, et ensuite il dit oui, moi je vais aller voir les militaires, puis je vais bouffer la dinde de Noël avec eux. Je vous rappelle que le président Chirac, le président Mitterrand, tous les présidents, quand ils allaient en visite officielle dans un pays, prenaient avec eux des industriels pour signer des contrats avec les pays qu'ils visitaient. Cette fois-ci, Macron, il est parti au Tchad avec ses copains. Ou ses copines, je ne sais pas, c'est comme vous voudrez. On s'en fout. Mais il n'a pas pris d'industriels. C'est normal, puisqu'Alexandre Benalla, il les a pris 15 jours avant. Tu comprends le film ? Continue. Un télescopage de visite qui a intrigué la presse et suscité une réaction de l'Élysée que l'intéressé trouve déplacée. Oh,
l'hôpital qui se moque de la charité. Écoute. Quelles que soient les démarches qu'entreprend M. Benalla, il n'est pas un émissaire officiel ou officieux de la présidence de la République. Comme on n'est pas à un mensonge près, s'il se présentait comme tel, il est dans le faux. Ah, ça c'est la déclaration officielle. Avait déclaré mardi la présidence à l'AFP, qui a précisé ce mercredi qu'Alexandre Benalla avait prévenu la présidence de son voyage quelques jours avant que le chef de l'État ne se rende sur place. Cela fait rire Alexandre Benalla. Ah, nous aussi. Vraiment, on est, je sais pas, on rit aux larmes. Deux points, ouvrez les guillemets. Je les ai informés, ils en font un problème. Chacun jugera. En tout cas, l'intéressé entend ne pas se laisser faire, assure-t-il à l'Express. Deux points, ouvrez les guillemets. Je ne cache pas, pardon, excusez-moi, c'est pas mes lunettes. Je ne cale pas mon agenda sur celui d'Emmanuel Macron, réagit-il. Je ne savais pas qu'il y allait, ce n'était pas inscrit à son agenda. Alors attendez, cet homme, il est mis en examen. Il est mis en examen. Et il va prendre un avion privé pour se rendre au Tchad, pour signer des contrats. Normalement, quand tu es mis en examen, tu n'as même pas le droit de quitter le territoire, mais lui, il peut. Ensuite, il déclare, c'est lui qui le déclare, je ne savais pas qu'il y allait, ce n'était pas inscrit à son agenda. Qui a accès à l'agenda d'Emmanuel Macron? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alexandre Benalla. Qu'est-ce que vous faites tous les deux le soir? Hein? Ça ne nous regarde pas, mais vous êtes très intimes. Je ne savais pas qu'il y allait, ce n'était pas inscrit à son agenda. Ça veut dire que toi, Alexandre Benalla, qui te balade avec un flingue sans avoir de port d'armes, qui le sort dans un restaurant sur la tête d'une de tes amies en disant que c'est un pistolet à eau, on n'a jamais vu de pistolet à eau comme ça, aussi ressemblant, en allant taper au 1er mai des manifestants avec un casque de flic, une matraque et un brassard de policier, toi, tu as accès à son agenda et tu lis l'agenda du président. Mais on peut y avoir accès, nous aussi. C'est quand même très privé, très personnel. Puis c'est toi qui le déclare, hein, c'est pas moi. Les propos de l'Élysée qu'il estime diffamatoires, calomnieux et irresponsables, il les attribue à certaines personnes de la présidence qu'il refuse de nommer. C'est eux, c'est des salauds, je ne vais pas les nommer, moi. Mais tu te trahis toi-même, mon garçon. Il se prononce sur la base de rumeurs. Est-ce qu'on gouverne avec des rumeurs? Actuellement, oui. Ils vont désormais faire un communiqué à chaque fois qu'il y a rumeur me concernant? Point d'interrogation. Eh bien oui, parce qu'il faut faire le buzz, hein. Et puis, il faut dissimuler la vérité. Donc on va laisser courir des rumeurs, hein, des bruits qui courent, pour faire croire que, alors que la réalité est criante. Et qu'Alexandre Benalla est un scandale d'État. Alors, fait-il mine de s'interroger? Alors, on va mimer. Il se prononce sur la base de rumeurs. Est-ce qu'on gouverne avec des rumeurs? Ils vont désormais faire un communiqué à chaque fois qu'il y a une rumeur me concernant. Oh! Avec Mimi, ils sont quand même très doués. Hein. Fait-il mine de s'interroger? Faut qu'on me lâche. J'aime bien le terme lâche. Je sais pas, ça résonne à mes oreilles quand j'entends Benalla, lâche. C'est pas toi qui étais sur le balcon quand Mamoudou il a monté le balcon pour sauver le petit garçon? C'était pas toi? Pourtant, il te ressemblait beaucoup. Hein? Je ne suis pas l'ennemi public numéro 1. Non. Non, toi, tu es le numéro 2. Ouais. Accord de confidentialité, entre guillemets. Au téléphone, il revient sur le voyage effectué au Tchad. Alors là, c'est vachement intéressant. Je suis allé à N'Djamena avec une délégation de chefs d'entreprise étrangers, des grands patrons du Moyen-Orient. Ils sont susceptibles de créer 3000 emplois au Tchad. Oh, super! De construire des usines. Waouh! Dit-il en refusant toutefois de donner l'identité de ces personnes qui avaient voyagé en avion privé et ont réglé toutes les dépenses de l'expédition, notamment les nuits passées au Hilton local. Mais on n'en sait rien.
On ne sait rien de tout ça. Tout ça, c'est les déclarations de M. Benalla, qui déclare qu'avec un vrai flingue, il devient un pistolet à eau. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à ces déclarations? Je ne sais pas. Ensuite, des grands patrons du Moyen-Orient. Mais le Moyen-Orient, c'est le principal client de la France. Ils n'inventent rien, ces gens-là. Ils prennent justement les produits français. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Et comment quelqu'un qui est mis en examen, comme M. Benalla, dans son affaire, comment, et puis d'ailleurs le président qui a demandé la plus grande clémence à propos de Benalla, mais qui fait faire de la prison ferme à un gamin qui avait un lance-pierre dont il ne s'est pas servi pendant les manifestations. C'est quand même un peu fort de café, vous ne trouvez pas? Non, il ne trouve pas. Alors il déclare, il s'agit de sociétés privées pour lesquelles je suis consultant. J'ai signé des accords de confidentialité, bien sûr. C'est pour ça que tu en parles sans en parler. C'est normal. Si je commence à dire avec qui j'ai des projets, je ne pourrai pas travailler longtemps. Oh ben c'est dommage. Vraiment, ce serait dommage. Alors, ces gens-là, je les ai connus en 2012, bien avant de travailler à l'Élysée. Je ne sais pas, en tous les cas, Alexandre Benalla a toujours été dans les coulisses du pouvoir, même s'il ne travaillait pas officiellement à l'Élysée. Précise-t-il encore, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir travaillé à l'Élysée pour acquérir une certaine forme de pouvoir s'il connaissait déjà ces gens-là? Ah, mais parce qu'il n'avait peut-être pas les entrées pour aller au Tchad. Ah, c'est ça. Je sais pas, j'essaye de comprendre. Alors, précise-t-il encore, afin de démentir l'hypothèse selon laquelle l'ancien collaborateur du président monnaierait un carnet d'adresses constitué alors qu'il travaillait à la présidence de la République. C'est pratique. C'est pratique. Ça me rappelle l'affaire Sarkozy avec les valises libyennes, là. Eh ben oui. Mis en examen pour violence volontaire, Alexandre Benalla, poursuivi pour avoir outrepassé ses fonctions en marge de manifestations du 1er mai à Paris, l'ancien collaborateur de l'Élysée, licencié après la révélation de l'affaire par Le Monde, reconnaît que son personnage n'est pas tout à fait conforme à ce que l'on croise habituellement dans les allées du pouvoir. Ben non, je trouve que c'est très conforme, hein, ça correspond très bien. Et il déclare « C'est avec mon culot, en un mot, hein, que je me suis créé mes contacts. J'ai appris à passer par la fenêtre, voire par le Vélux, quand on me fermait la porte au nez. On ne peut pas me reprocher d'avoir usé de facilité prodiguée par sa présence à l'Élysée. » Peut-être pas pour y arriver, M. Benalla, mais peut-être pour y rester. Je ne sais pas. 2 heures avec le président du Tchad. Comment cet homme, Alexandre Benalla, qui n'est plus un représentant de l'État, peut-il être reçu par le président tchadien? Qu'est-ce qu'il est? À part quelqu'un qui est mis en examen. Qu'est-ce qu'il est? Quelle est sa validité? Il a rencontré le président du Tchad, Idriss Déby, pendant 2 heures, qui a découvert sa présence quand il est entré dans son bureau. Oh! Ils n'ont pas de service secret, les Tchadiens? Ah non, ils sont bêtes, hein, c'est ça. Ils ne savent pas que Benalla, il est rentré sur le territoire. Ah non, ils ne savent pas. Alors on sait ça partout, mais là, on ne sait pas. Il était visiblement content de le voir. « Ah, tu es mon ami, je te reconnais. » Explique à l'Express l'entourage d'Alexandre Benalla. Un bel entourage. Contrairement à ce qu'avait écrit la lettre du continent, le 12 décembre dernier, qui avait révélé le fameux voyage. Il assure n'avoir pas rencontré à cette occasion le frère du président tchadien, en charge de l'approvisionnement en équipement militaire. Je vais relire juste cette phrase. Il assure n'avoir pas rencontré à cette occasion le frère du président tchadien en charge de l'approvisionnement en équipement militaire. Il me semble qu'au Moyen-Orient, ce sont les Français qui équipent militairement ces pays-là. Alors, est-ce que c'est une manœuvre de vendre des armes au Moyen-Orient pour que le Moyen-Orient les revende au Tchad sans passer par la case départ et toucher les 20 000, c'est ça? Je ne sais pas, je pose des questions, moi je suis juste un observateur. Et là il est écrit « Benalla marchand d'armes, ce n'est pas encore pour aujourd'hui ». Moi je ne sais pas. Il est reçu par le président tchadien. Ensuite, il est reçu par son frère qui est responsable de l'approvisionnement en armes du pays. Il va pas vendre des bisounours et des bonbons au chocolat. Hein? Ben non, il va pas vendre des macarons de chez La Durée. Je crois pas. Hein?
Non. Alors, l'Élysée, selon son ancien collaborateur, veut lui interdire d'aller là-bas. Ben, c'est raté, hein, parce qu'il y est allé. Mais qu'est-ce qu'on me reproche, se dit-il. La finalité, c'est de m'empêcher de voyager, assure-t-il. Attends, t'es mis en examen déjà. Tu n'as pas le droit de sortir du territoire, même avec des clients, et puis pour aller voir des gens pour acheter des armes. La finalité, c'est de m'empêcher de voyager, assure-t-il. Ils ont été effrayés après que j'ai rencontré Alexandre Djouri, ajoute-t-il en évoquant l'homme d'affaires dont la justice française réclame à Londres l'extradition. Décidément, les gouvernements travaillent avec beaucoup de crapules. C'est fou. L'intéressé est mis en cause dans l'affaire du présumé financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Oh, encore une sale affaire, c'est dingue. Alors que Macron et Sarkozy se sont récemment affichés côte à côte, qu'est-ce qu'on dit qui se ressemble s'assemble. Le premier demandant au second de le représenter lors de l'investiture de la présidence géorgienne, l'hypothèse selon laquelle leurs proches, anciens ou actuels, Alexandre Benalla et Alexandre Djouri, auraient des relations d'affaires, a fait peur à l'Élysée. Oh. Alors, les Gilets jaunes, ça lui fait pas peur à l'Élysée, mais Alexandre Benalla et Alexandre Djouri, ça fait peur, d'autant que l'Alexandre Benalla, c'est l'Alexandre de Macron, et l'Alexandre Djouri, c'est l'Alexandre de Sarkozy. Chacun son Alexandre, hein? Son Alexandre, bon, d'accord. Mais je ne fais pas de business avec Djouri, insiste Alexandre Benalla. Ben non, tu vas juste prendre un café. En tout cas, ce dernier se dit persuadé qu'on veut l'empêcher de faire des affaires, mais de faire des affaires. Normalement, le trafic d'armes, si c'est du trafic d'armes, j'en sais rien, c'est géré par le gouvernement français, donc par M. Macron. Il t'a quand même laissé partir alors que t'es mis en examen. Donc il y a il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus largement, de se reconvertir professionnellement. Son avocate Jacqueline Lafont et lui décideront aujourd'hui s'ils déposent plainte contre la communauté de l'Élysée, dont les sous-entendus sur le rôle éventuel qu'il aurait joué au Tchad vis-à-vis des autorités françaises seraient d'après eux diffamatoires. Je ne me laisserai pas abattre, prévient Alexandre Benalla. Alors, tout ça, ça a été publié par l'Express, et puis par Vicky Strike également. Mais quand il dit ils décideront s'ils déposent plainte contre le communiqué de l'Élysée, est-ce qu'on peut déposer plainte contre un communiqué ou est-ce qu'on peut déposer plainte contre une personne? Tout ça, c'est vraiment très obscur et j'aimerais bien qu'on nous explique parce qu'on a été quand même très choqués de voir M. Benalla frapper un manifestant pour rien et le violenter avec cette violence et on met en prison des gilets jaunes pour moins que ça. Et là, le président demande la clémence pour Alexandre Benalla. En même temps, on souffle le chaud et le froid. C'est bizarre, cette histoire. Et comment se fait-il que lui puisse être reçu par le président du Tchad et par son frère? C'est quand même extraordinaire. On ne peut pas être reçu comme ça par des présidents de la République, en Afrique ou ailleurs. Alors, on va continuer un tout petit peu. Allez, un tout petit peu. Je vais vous montrer la violence des Gilets jaunes encore, parce qu'elle est très importante, d'après le gouvernement. Ici, par exemple. Bon alors, regardez. Il faut revoir depuis le début. Depuis le début. Là, vous allez voir la violence des Gilets jaunes. Bon alors, regardez. On l'a fait tomber. Et on a... Voilà. Bon, c'est quand même extraordinaire, hein. Le type, il n'a pas d'arme. Et ils sont une quinzaine à lui taper dessus et à lui tomber dessus. Il y a quand même, sur LCI, ils ont accès à ces images, mais ils ne les montrent pas. Ils ne les montrent pas.
Bonjour à tous. Moi aussi, je me tenais de passer un petit message, un message qui vient vraiment du cœur. La seule chose qui me compte, c'est celle-là, c'est celle qui vient vraiment de là. C'est par rapport à tout ce qui se passe depuis ce 17 novembre, c'est par rapport aux gilets jaunes, dont je suis aussi. Donc une première définition sur le mot gilet jaune, parce que j'entends un peu de tout dans les médias. Comme quoi, c'est tel parti politique, c'est on est grand, on est petit, on est gros, on est gris, on est blanc, on est noir. Non, non. Être gilet jaune, c'est vouloir mieux vivre. Être gilet jaune aujourd'hui, c'est pas que les personnes qui sont sur le rond-point dont on a besoin. C'est pas que les personnes qui sont les samedis dans les grandes villes dont on a besoin. C'est tous ces gens qui sont aussi chez eux et qui sont derrière ces gens-là. Tous ces gens qui sont chez eux et qui eux aussi ont envie que d'une chose, c'est quoi? C'est de mieux vivre, tout simplement. Notre droit. Nous sommes tous guides nous-mêmes de notre vie. Ce n'est pas une poignée de gens, que ce soit ce gouvernement, que ce soit ces banques, que ce soit ces médias, ces assureurs, ces mutuelles qui nous guident. Ça, c'est fini. Et les gens ont pris conscience de ça. J'ai pris conscience de ça. Et qu'est-ce que c'est la plus grosse force de ce mouvement-là? C'est que les gens se regroupent, se parlent, s'écoutent. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. C'est ça la conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se juge plus et on se comprend. C'est ça qui leur fait peur. Pourquoi ils veulent nous déloger de ces ronds-points? Pourquoi ils veulent plus que les samedis on soit groupés? C'est cette communication-là qui leur fait peur. Remémorons-nous tous un peu ce passé des médias. Toujours on nous a amenés vers ça. Cette fameuse phrase qu'on connaît tous, diviser pour mieux régner. Mais qu'on n'était pas vraiment conscient. On entendait, on disait, mais elle passait là et elle ressortait par là. Aujourd'hui, c'est fini. On est tous conscients que c'est ça la force. C'est cette solidarité qu'on est en train de créer. Alors on essaie de nous diviser pareil pour que chacun, on donne nos revendications. Il y en a des millions de revendications. Bien sûr qu'il y en a 1 million. Toutes aussi bonnes les unes que les autres. Mais ça peut nous diviser un petit peu. Parce qu'on se dit, mais celui-là n'a pas pensé à ça et moi à ça. C'est pas grave ça. Être gilet jaune, c'est quoi? C'est vouloir mieux vivre. Pour moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est mieux vivre. C'est que de voir des gens qui sont SDF, ils ne sont pas nés SDF ces gens-là. Ces gens-là, il leur est arrivé une couille dans la vie, qui a fait qu'ils se sont retrouvés là, sans amis, sans personne, et je ne juge personne. Mais eux en sont là, et bien sûr qu'ils ne rêvent pas de cette vie-là. Ce que je veux changer aussi, c'est les gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. Parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer une caution et un appartement. Alors que ces gens-là travaillent. Ce sont les gens qui sont handicapés, qui se sont donnés dans leur travail, qui se sont usés jusqu'à en perdre une partie de leur santé. Et en plus de ça, on leur met la misère dessus, en leur donnant des miettes. Ce que je veux aussi changer, c'est les gens qui sont au RSA. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un divorce. Monsieur, madame, qu'importe, avec 2 enfants en bas âge. Quel est notre choix que de rester? Alors, je remercie ce monsieur. Des fois, j'ai des coupures. C'est comme ça. Pour avoir fait ce témoignage et cette analyse remarquable d'une situation. Et ce monsieur, c'est un homme du peuple. Je vais vous donner son nom. Je vais vous donner son nom. Où es-tu, mon ami? Où es-tu? Je ne sais pas si tu es mon ami, mais en tous les cas, je respecte beaucoup ce que tu as dit. Bonjour à tous. Moi aussi, je me tenais de passer un petit message. Christophe. Un message qui vient. Il s'appelle Christophe, ancien ouvrier de la TECOR. C'est celle-là, c'est celle qui vient vraiment de voilà. là. Bravo, Christophe. C'est sur le site, c'est sur la page Révolution Permanente à Toulouse. Voilà. Vous pourrez écouter ce témoignage qui est très intéressant. Alors, il y a plein d'autres témoignages qui nous montrent la situation actuelle et qui est tout à fait l'inverse de ce que nous montre le pouvoir et surtout les médias qui sont en pleine possession de leurs moyens, des moyens qui sont dans la main des milliardaires comme Patrick Drahi, comme comment s'appelle-t-il, Lazare, la banque Lazare, comme Free, qui possède Le Monde, Xavier Niel, et tous ces gens-là travaillent les mains dans la main. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque Macron était ministre, eh bien, il a déjà préparé son élection en allant dresser des ponts d'or à tous ces gens-là, avant son élection. Ce qui fait qu'après, ils lui ont rendu la monnaie de sa pièce, mais sonnante et trébuchante, c'est-à-dire qu'ils lui ont fait une communication du diable. Voilà comment Macron est arrivé, grâce à Patrick Drahi, grâce à Xavier Niel,
grâce à la Banque Lazare, qui est les spécialistes, me semble-t-il, dans l'exportation de certains fonds, je crois. Comme toutes les banques d'ailleurs, hein. Toutes les banques le sont. Voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Je suis désolé, c'était un peu long, mais c'était très instructif. Je suis désolé si j'ai fait de la peine à M. Benalla, mais je reste quand même très impressionné de voir que quelqu'un qui est mis en examen a le droit de prendre un jet privé et de se rendre dans un pays étranger. Quelqu'un qui a une arme, qui fait passer pour un pistolet à eau, c'est peut-être un pistolet à eau, j'en sais rien. C'est des suppositions, je n'ai fait que poser des questions pour M. Benalla. On n'aura évidemment pas de réponse, puisque on sait très bien comment tout cela fonctionne, mais je trouve que c'est lamentable. Lamentable pour notre pays, pour notre démocratie, et je pense que les gens ne sont pas idiots, les gilets jaunes ne sont pas idiots, et c'est aussi contre cela qu'ils se battent. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt pour une autre revue de presse, et j'espère qu'elle ne sera pas aussi désastreuse au niveau de ce qu'on aura à montrer. À très bientôt, gardez espoir. Salut!